Bonjour mes chers quatrièmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures à Vérone avec Roméo et Juliette. Donc dans la première séance, nous avons surtout revu un peu les bases du vocabulaire du théâtre, ce qui nous permet ensuite donc d'avoir des fondations solides pour attaquer la suite, savoir ce que c'est qu'une didascalie, savoir ce que c'est qu'une réplique, voilà, une tirade, un monologue. C'est super important pour la suite puisque tout ça va nous servir au fil de la séquence pour analyser petit à petit les différentes scènes qu'on va étudier. Donc, je vous fournirai à chaque séance donc un extrait d'un PDF que j'ai trouvé, donc qui reprend tout le texte. Donc, j'ai ciblé vraiment les passages les plus importants du texte, les plus connus, ceux qui font le plus sens. Si jamais vous voulez continuer à lire la pièce de votre côté, ou bien aller voir un film, ou même le ballet, alors je suis en train de voir pour vous en proposer des extraits, je suis en train de voir ça. N'hésitez pas, surtout faites-vous plaisir, vraiment c'est une œuvre qui est vraiment magnifique, qui est très intéressante, et du coup n'hésitez pas si l'envie vous prend d'aller vraiment jusqu'au bout, sans problème. De toute façon, comme je l'avais dit, la fin du texte est quand même assez connue. L'important c'est de savoir comment on arrive justement à la fin de ce texte. Donc c'est parti. La séance 2, un soir à Vérone, donc qui est la ville d'Italie où se passe l'action de Roméo et Juliette. Nous avons deux objectifs, donc déjà comprendre ce que c'est qu'une scène d'exposition, c'est-à-dire comprendre les informations qu'on va avoir dans les premières scènes d'un texte de théâtre. Donc souvent la première scène, voire les premières scènes, voire même l'acte 1, vont servir à montrer l'exposition, c'est-à-dire à donner des informations importantes sur les personnages, sur la pièce et sur les enjeux. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, je vous demanderai d'écrire une courte scène de théâtre, puisque c'est important de savoir écrire du théâtre. Vous allez enfin pouvoir mettre les noms des personnages dans la marge sans vous faire barrer tout ça en rouge. Donc ça, c'est parfait. Voilà, pour une fois que vous êtes autorisé, il faut en profiter. C'est parti pour le grand 1, de mauvais augure. Alors le support, c'est Roméo et Juliette, donc le PDF que j'ai envoyé, et c'est le prologue qui se trouve à la page 6. La consigne, elle est très simple. Je vous demande de lire ce prologue, de me dire quelles informations il nous donne sur la pièce et à quoi il sert, à quoi sert ce prologue. Alors, vous allez voir, c'est intéressant puisqu'il donne des informations assez cruciales sur la pièce, avant même qu'elle ait commencé. Et si vous faisiez ça maintenant, à l'heure actuelle, dans un film au cinéma, il y a fort à parier qu'il y ait beaucoup de gens qui quittent la salle, du coup, vous verrez pourquoi. Je ne vous gâche pas le plaisir. Bref, une fois que vous aurez fait ça, donc, et vous m'aurez parlé un peu de ce prologue et que vous l'aurez lu, on entrera dans le vif du sujet avec le grand 2 du sang dans les rues. Puisque vous allez voir, donc chez Shakespeare, c'est un théâtre qui est très dynamique, qui est très violent. Et du coup, il se passe beaucoup de choses, c'est très vivant sur scène. Alors, non pas que le théâtre français de l'époque ne soit pas vivant, mais il y a quand même ce côté parfois un peu moins dynamique dans la mise en scène, du moins à l'époque, vu que ça a quand même beaucoup changé. Mais du coup, chez Shakespeare, c'est un théâtre qui est vraiment très populaire, c'est un théâtre qui s'adresse vraiment au peuple, donc c'est un théâtre qui est vraiment très dynamique, ça bouge, il se passe beaucoup de choses. Alors c'est pas un théâtre, c'est un théâtre populaire, et pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui s'adresse au peuple, mais qui ne prend pas pour un idiot, bien au contraire. Si ces pièces ont traversé les époques, c'est parce qu'elles ont justement beaucoup d'intérêt, qu'elles sont très intelligentes, elles sont très fines. Sinon, voilà, elles auraient disparu. Donc c'est un théâtre populaire, mais de très haute qualité. Donc là, on est en fin d'année, donc je commence à travailler un peu plus de manière approfondie sur un système de questions-réponses, d'accord. Donc un peu moins de cartes mentales, un peu moins de dessins, un peu moins de ressenti, mais un peu plus de questions vraiment sur le texte en lui-même et d'analyse du texte pour aller un peu plus loin. Là, je commence encore aujourd'hui de manière assez légère, mais dans les prochaines séances, j'irai beaucoup plus loin dans ce que je vous demande en termes de repérage d'informations, de figures de style, etc. Le support, donc c'est la première scène, donc attention, ce n'est pas toutes les pages, seulement les pages 8 à 13. Après, vous allez voir, il y a une deuxième phase dans la scène qui est un peu différente. Les questions que je vous pose. Alors, à quelle famille appartiennent Samson et Grégoire, qui sont des personnages qui vont apparaître en premier dans le texte? Et la même question pour Abraham et Balthazar. C'est important parce que ça permet de savoir tout de suite qui fait partie de chaque camp, puisque vous l'aurez compris, donc c'est l'histoire de deux familles qui se détestent et qui vont s'affronter. Donc les Montaigu d'un côté, qui est la famille donc, de Roméo, et les Capulet, donc qui est la famille de Juliette. Donc c'est très important de savoir tout de suite qui est dans quel camp, parce que sinon la lecture devient très compliquée. Il y a certaines scènes qui vont complètement nous échapper, si on ne comprend pas vraiment la dynamique de ces deux familles. La question 2, justement, c'est un peu pareil. En quoi Tybalt et Benvolio, qui sont deux personnages pour le coup très importants dans le texte, sont-ils opposés? Je vous demande de justifier avec des citations précises du texte. Alors, ces personnages, clairement, donc, ils ne sont pas dans les mêmes familles. Tybalt fait partie de la famille des Capulet, Benvolio est dans la famille des Montaigu. Donc, de base, ils se détestent, mais vous allez voir, ils s'opposent sur autre chose. Quand ils vont apparaître dans le texte, ils vont avoir un échange, justement, avant que ça parte en castagne totale et en baston général sur scène.
Et du coup, cet échange montre bien qu'ils ont une opposition très marquée entre eux. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder, elle est assez visible, hein. En tout cas, ils ne sont pas d'accord, ça c'est clair. La question 3. Donc vous allez voir, ça commence à partir complètement en vrille, pour parler vulgairement donc dans le texte. Les personnages vont commencer vraiment à se battre sur scène, il y a des morts, il y a du sang, ça crie. Et d'un coup, tac, un personnage arrive et va mettre fin à la querelle, et va mettre fin à la bataille, au combat. Qui est ce personnage? Et il leur promet un châtiment si les combats reprennent. Il les menace. Je vous demande quel est ce châtiment, hein. Ça va être assez dur, vous allez le voir. Donc là, on a déjà fini donc, cette phase sur le combat. Je vous demande ensuite pour finir donc, un espèce de petit bilan, un mini bilan de cette scène, de ce début de scène. L'atmosphère de cette scène, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est une atmosphère guillerette, c'est joyeux, c'est triste, c'est sanguinolent, voilà, à vous de me dire. Et d'après vous, est-ce que c'est une scène qui est facile à jouer au théâtre? C'est-à-dire, voilà, mettez-vous dans la peau d'un metteur en scène, on vous dit, voilà, tu dois jouer tu dois monter Roméo et Juliette, tu dois faire jouer tes acteurs. Tu vas commencer par la première scène, vous la lisez. Est-ce que selon vous, ça va être simple à mettre en place au théâtre, ou est-ce qu'au contraire, ça a posé beaucoup de difficultés? À vous de me dire. Donc là, c'est une question un peu plus de ressenti personnel quand même. Donc voilà, on peut accepter beaucoup de réponses différentes, mais voilà, je vous laisse être juge de tout ça. Donc, une fois qu'on a fini cette première scène magnifique de combat de gang dans les rues, hein, c'est un peu ça quand même. Comme je dis souvent, Roméo et Juliette, c'est un peu, par certains côtés, un peu l'ancêtre du film d'action, hein, ça c'est assez intéressant. On peut passer donc au grand 3, qui là n'a rien à voir, puisqu'on va s'intéresser au personnage de Roméo, cette fois, dans une ambiance totalement différente. C'est intéressant parce qu'on est toujours dans la première scène. Dans le théâtre français, les personnages, en fait, leurs allées et venues vont déterminer le découpage. C'est-à-dire, quand un personnage entre ou sort, on change de scène. D'accord? Acte 1, scène 1, acte 1, scène 2, etc. Donc c'est les allées et venues des personnages sur scène, s'ils sortent ou qu'ils rentrent, qui va déterminer si on change de scène ou pas. Dans le théâtre anglais de l'époque, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, donc, les personnages sont en plein d'allées et venues, il y a des personnages qui rentrent, qui partent, c'est très chaotique, hein, dans cette première scène de Roméo et Juliette. Et donc à la fin, vous voyez, dans la même scène, on peut avoir deux atmosphères très différentes, puisque là, on va s'intéresser à Roméo, et vous allez voir, ça n'a rien à voir en termes d'ambiance. Donc c'est reparti. Le support, c'est donc la première scène, cette fois ce sont les dernières pages, donc les pages 13 à 17. On va voir un peu ce qui se passe dans ces pages. Première question. À la page 13, donc, il y a tout un passage qui commence par Voilà bien des matinées jusqu'à N'anticipe pas la cause. Et le chef des Montaigu, donc on avait le Montaigu dans le texte, est inquiet pour Roméo. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Vous allez voir, Roméo a un comportement assez particulier, lequel et qu'est-ce qui peut lui arriver? Donc ça, c'est la première chose. C'est une question de compréhension assez basique. Ensuite, une question qui est extrêmement classique au brevet, la question de repérage des sentiments des personnages, qui est très importante. Donc, quel sentiment ressent Roméo? Et je vous demande bien sûr de justifier à l'aide de citations précises. C'est pas très compliqué, vous allez voir, il est assez transparent sur ce qu'il ressent, ce cher Roméo. Et en 3, donc, je vous demande quel est le problème de Roméo, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est comme ça, quel est son problème, quel est le souci, qu'est-ce qui ne va pas. Et je vous demande, voilà, qui est selon vous la jeune fille dont il parle. Il parle d'une jeune fille, voilà, sans la nommer, et je vous demande, voilà, qui est-elle? Alors là, vous ne pouvez pas le savoir, à moins d'avoir lu la suite. Donc je vous laisse vraiment essayer de deviner. Alors, vous allez voir, enfin, j'en dis pas plus, vous verrez. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse un peu sur ce mystère donc, de cette jeune femme dont parle Roméo. Et donc, je vous demande donc, dans le bilan de répondre à la question suivante. Quel est le rôle d'une scène d'exposition? À quoi ça sert une scène d'exposition? Quel est l'intérêt de cette scène d'exposition? Donc, reprenez donc la scène complète. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris sur les personnages? Pourquoi c'est intéressant d'avoir appris ça? Qu'est-ce que nous permet cette scène? Voilà, pourquoi est-ce qu'elle est construite comme ça? Donc là, voilà, je vous laisse vous creuser un peu les méninges et me trouver le bilan qui convient. N'hésitez pas à me l'envoyer encore une fois pour que je puisse justement vous donner un peu mon avis, vous dire si ça va ou pas. Et pour finir, un peu d'écriture avec le grand 4, donc aux origines. Alors la consigne est la suivante. Nous ne savons pas quelle est l'origine de la querelle, de la dispute entre les deux familles, et ça va être à toi, à vous derrière votre écran, de l'imaginer. Donc je vous demande d'écrire un court dialogue théâtral. Alors j'insiste, un court pour commencer, d'accord? L'objectif, c'est pas que ce soit très long, mais c'est que ça respecte bien le théâtre, c'est-à-dire que vous ayez bien les noms des personnages dans la marge, lâchez-vous pour une fois que vous pouvez, voilà, chaque personnage parle à son tour, etc. Donc vraiment là, la présentation est importante. Il faut que dans ce dialogue, donc Montaigu, Capulet, donc les chefs des deux familles, vont se parler, ils vont évoquer la raison de la haine que se voue leur famille, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'ils se détestent? Parce que ce n'est pas expliqué vraiment de manière très claire dans le texte, hein, ce qui montre bien qu'il y a une sorte d'absurdité à leur querelle. C'est-à-dire qu'ils se battent, ils se massacrent,
Ils interdisent à leurs enfants de s'aimer, mais ils ne savent plus pourquoi. Donc là, c'est intéressant parce que ça montre bien que c'est absurde, quoi, ça n'a aucun sens. Là, je vous demande d'imaginer justement quelle pourrait être la raison de cette haine. Donc, dans un dialogue, voilà, ils vont en parler et ils vont s'expliquer sur ce qui ne va pas. Attention donc, respecte la présentation d'un texte théâtral, donc des personnages dans la marge, etc. Et je voudrais que vous utilisiez des didascalies, d'accord? Donc, qui permettent alors soit de planter le décor de votre scène, hein, pourquoi pas, soit d'exprimer par exemple les mouvements qu'ont faire les personnages sur scène. Vous pouvez rajouter entre parenthèses par exemple en marchant de long en large, en s'arrachant les cheveux, voilà. Ça peut être à côté du nom du personnage pour le ton, en riant, en se moquant, en levant le poing, voilà. Donc à vous de voir, il n'y a pas de limite. Mais en tout cas, voilà, utilisez cette didascalie. Faites comme si vraiment cette scène était destinée à être jouée. Ça va aider les acteurs à savoir ce qu'il faut faire et à savoir vraiment quel est l'état d'esprit des personnages. Donc vraiment, voilà, utilisez au moins des didascalies, même si vous ne faites pas un dialogue très long, je ne vais pas demander de toute façon. Vraiment, utilisez la didascalie pour que ça puisse voilà, vraiment simplifier le travail de l'acteur et donner plus de détails à votre lecteur. Très bien. Et ben je m'arrête là, voilà pour aujourd'hui. Donc déjà pas mal de travail pour tout ça. Déjà le temps de lire, c'est déjà un texte qui est assez compliqué, donc ça demandera un peu de concentration quand même. N'hésitez pas à le lire en plusieurs fois, hein. Par exemple lire le prologue une fois, ensuite lire toute la partie de combat, et ensuite donc la fin de la scène, pardon je vais dire la séance, la fin de la scène donc avec Roméo. Ça permettra comme ça de découper la lecture en 3 fois, c'est pas mal, et vous faites à chaque fois les questions qui correspondent, vu que j'ai bien découpé aussi mes questions en 3 parties. Donc n'hésitez pas à fonctionner comme ça. Donc la semaine prochaine, donc on verra une autre scène très célèbre, hein, qui va être la scène du balcon, qui est une scène voilà, mythique, hein, qui est sans doute une des scènes de théâtre les plus connues au monde. Hein. C'est une scène qui a été reprise, refaite, parodiée, réimaginée des centaines, des milliers de fois. Donc ça va être l'occasion voilà, de voir un peu justement comment elle a été imaginée à travers les siècles. Et voilà, ce que se raconte Roméo et Juliette dans cette scène qui est vraiment mythique. Hein. Donc voilà, ça va être l'occasion vraiment d'étudier un morceau extrêmement important du texte. En attendant, donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je me tiens encore une fois à votre disposition si vous avez besoin, hein, pour quoi que ce soit, des questions, que je corrige votre travail, etc. N'hésitez pas, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et au revoir.